Nous sommes de retour pour l'introduction de la conférence suivante. Il s'agit pas de n'importe quelle conférence, puisqu'il s'agit de la conférence du docteur Patrick Fellus, qui nous expliquera, de la genèse jusqu'aux neurosciences, comment est-ce que les neurosciences nous permettent de mieux comprendre, de mieux appréhender les modes d'action du Froggy Mouth. C'est le programme de la conférence d'aujourd'hui. Alors, pour un petit peu présenter le conférencier, Dr Patrick Fellus, orthodontiste, qui est membre titulaire de l'Académie nationale de chirurgie dentaire, également membre fondateur de l'IFUNA, l'International Functional Association, dont nous avons plusieurs fois déjà parlé aujourd'hui. Il est également le président fondateur et président d'honneur de la SFOP, Société française d'orthodontie pédiatrique, ainsi que ex-consultant attaché aux hôpitaux, des hôpitaux de Paris, ancien expert judiciaire auprès de la Cour d'appel de Paris également. Mais cette conférence sera un petit peu spéciale parce que, au-delà du CV que je viens de vous annoncer, c'est une autre histoire que celle du conférencier que j'ai à vous raconter. C'est une histoire dont on n'a jamais spécialement parlé, mais qui est foncièrement la raison d'être de ce congrès. Cette histoire, c'est celle d'un fils qui découvre, émerveillé, l'œuvre de la vie de son père, découvre qu'en plus d'avoir été son père, en même temps qu'il a été son père, ce monsieur a été capable de découvrir quelque chose. C'est aussi l'histoire d'un jeune étudiant qui change tous ses plans parce qu'il ne peut que constater l'ampleur de cette découverte en question. Et puis finalement, c'est celle d'un projet d'un père et un fils qui refusent de laisser une grande entreprise séparer une invention de son concept. Finalement, cette histoire, c'est celle du Froggy Mouth, c'est celle de l'approche anoétique, excusez-moi, et puis cette histoire, c'est la nôtre, mon père et moi. Alors, l'histoire en question n'a pas commencé il y a 8 ans, quand nous avons justement récupéré la distribution de l'invention de mon père auprès de Dentsply pour en faire l'appareil que vous connaissez tous aujourd'hui, qui est vendu sur 4 continents et qui a aidé plus de 150 000 patients. C'est une histoire qui commence bien avant. C'est l'histoire dans les années 70 d'un tout juste diplômé, chirurgien dentiste, mais qui, à l'inverse de beaucoup de ses pairs, PAIRS pour les traducteurs, devient l'élève de médecins stomatologues, non pas d'orthodontiste, de chirurgien dentiste en tant que tel, l'orthodontie n'existant pas encore en tant que spécialité à l'époque. Et ce jeune diplômé dira d'ailleurs toute sa vie qu'il n'aurait rien pu comprendre à tout ce qu'il a compris sans les enseignements de ses maîtres. Ses maîtres en question, c'est le professeur Defez qui le rejoint dans le service de stomatologie pédiatrique, d'abord à l'hôpital Bretonneau, avant de déménager à l'hôpital Robert Debré. Ils créeront d'ailleurs ensemble un des premiers services transdisciplinaires dans lequel ils recruteront diverses disciplines convergentes, orthophonistes, psychologues, ostéopathes. Et puis c'est aussi le cours du professeur Delair. Il sera le seul chirurgien dentiste au milieu de stomatologues. Là-bas, il découvre l'importance de l'observation du patient et surtout l'observation dans sa globalité. Comment est-ce que l'on regarde un patient réellement? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours chercher à comprendre la cause pour bien traiter la conséquence? Et puis l'importance de remettre en question ses propres certitudes pour toujours répondre à la réalité clinique et ne jamais rester dans le dogmatisme en tant que tel. Ce fut ainsi, comme tout finalement dans la vie. Preuve en est finalement cet article, un des premiers articles que j'ai retrouvé qu'il avait publié dans les années 70 sur l'importance du contact bilabial, avant de finalement évoluer sur le sujet, après diverses expériences, après diverses observations cliniques, et de comprendre ensemble, avec son maître Defez, que finalement c'était la relaxation des lèvres qu'il cherchait à obtenir, parce qu'ils ont compris en même temps que c'était en empêchant temporairement, ce contact bilabial que l'on forçait l'occlusion dentaire, que l'on stabilisait la mandibule, et puis qu'on empêchait surtout le joint d'étanchéité qui était nécessaire à la succion de déglutition. Ça forçait la langue à se surélever contre le palais pour déglutir. Finalement, dès ce moment-là, dans les années 80, le concept même du Froggy Mouth dont on a parlé aujourd'hui toute la journée était déjà là. Mais la question à l'époque, c'était comment l'appliquer, ce concept. Alors c'est assez simple. Ils l'ont fait avec des exercices,
Là où on a parlé souvent dans la journée d'une approche passive et d'une approche active, c'était une approche des plus actives qu'ils avaient mis en place. Il devint d'ailleurs un des premiers orthodontistes à l'époque à essayer de rééduquer ses patients, à corriger l'environnement anatomique par l'environnement fonctionnel et à stabiliser par la stabilité fonctionnelle aussi. Il passait encore plus de temps à donner des exercices et à vérifier qu'ils étaient bien faits avec ses petits patients qu'à leur poser des bagues ou à poser d'autres appareils. On prenait le temps d'observer à chaque rendez-vous la relaxation de la musculature, la biomentonnière, du mode de respiration. Et c'est de fait ce qui, à ce moment-là, lui demanda à l'époque de codifier ces nouveaux exercices pour créer cette déconnexion labiale et donc empêcher le jour d'étanchéité. Donc à l'époque, c'était assez simple. Il consistait à attraper la lèvre inférieure, à la tenir détachée de la lèvre supérieure et à tenter d'avaler sa salive de cette manière. On inhibait donc le jour d'étanchéité finalement d'une manière presque similaire, si j'ose dire, au mode de fonctionnement de Froggy-Mouth d'aujourd'hui. Maintenant, c'était une approche tout de même très active, très consciente, qui était déjà très efficace, mais qui nécessitait deux choses particulièrement importantes dont on a pu parler tout au long de la journée, et ce qui est particulièrement le cas de manière générale avec l'approche active. Il faut du temps, il le prenait, et la coopération, il faisait un point d'honneur à ce que cette coopération soit totale. Un échange type dont nous avions parlé illustre bien l'exigence de coopération qu'il avait. Il faisait toujours une question aux parents au second rendez-vous. Monsieur, madame, est-ce que vous avez bien fait faire tous les exercices à votre enfant? Alors là, il répondait, oui, il les fait très bien. Ah non, je ne vous ai pas demandé s'il était très bien, mais si vous lui avez bien fait faire. Parce que pour être efficace, il faut être assidu. Et c'est la seule manière de s'assurer de l'assiduité des petits patients. Et c'est ainsi que durant des années, il développa sa philosophie de traitement précoce, de plus en plus jeune, à observer des cas complexes, à essayer de comprendre des choses en observant les cas complexes, et puis à affiner son approche en discutant aussi avec les grands de son temps. Il rejoint le club de morphologie faciale, participait à la création de l'IFUNA de manière générale, et ça nous mène jusqu'à la fin des années 2000 à une consultation à l'hôpital Robert Debré, dans ce service dont il était responsable de la consultation orthodontique. Finalement, une consultation comme des milliers d'autres, une pose de braquettes des plus communes, vraiment une scène type que chaque orthodontiste dans le monde voit tous les jours. Mais il arrive toujours un moment où on nous regarde d'un œil différent ce qu'on avait toujours eu sous le nez. Et ça, finalement, c'est l'aboutissement de 40 ans à observer les choses, à essayer de comprendre. Et il y a un moment où il y a une pomme qui tombe d'un arbre, et puis elle nous tombe sur la tête, comme des milliards d'autres pommes sont tombées de milliards d'autres arbres. Mais cette fois-ci, elle fait comprendre quelque chose de différent. Et à ce moment-là, c'est le moment où on crie Eureka. Ce moment-là, c'est celui où, pendant la pause de braquettes, classique, 40 minutes de pause de braquettes, il y a ce petit patient avec une béance qui projetait toutes les 30 secondes sa langue en avant, de manière générale. Et puis, pendant qu'il lui posait ses bagues, il s'est rendu compte que pendant les 40 minutes de pause, la langue n'était jamais sortie de cette petite boîte que cela crée avec les arcades dentaires. À chacune de ces déglutitions, il avait vu l'occlusion se faire tout à fait naturellement. Et surtout, il n'avait pas vu cette langue se glisser un petit peu entre les dents, qui est une des choses que l'on remarque qui permet de diagnostiquer cette projection linguale, cette déglutition atypique. Et tout cela, c'était sans même que le patient n'ait fait le moindre effort pour obtenir ce résultat, sans même en réalité qu'il n'ait eu la moindre idée d'à quel point son cerveau, tout seul, avait compris pour lui quelque chose de si important. Il s'était adapté à un environnement anatomique artificiel, le temps de la pose des bagues, avec l'écarteur, mais un environnement anatomique où le contact bilabial était devenu impossible. Et la seule adaptation possible, ça avait été pour lui de positionner sa langue dans la seule position qui lui permettait de déglutir. Et il se trouve que c'est celle de la bonne déglutition, celle qui inhibe aussi la respiration buccale. Et cette occlusion, cette posture haute de la langue qui était nécessitée pour sa santé, sans écarteur nécessaire au travail du praticien, elle était un ennemi pour lui-même. Et puis tout y était. Donc à partir de là, le Froggy-Mouth était presque lancé. C'était le même principe que l'exercice qu'il avait imaginé avec deux fesses plus de 30 ans auparavant, mais cette fois-ci, le patient ne se rendait compte de rien. Il n'avait pas besoin de coopérer autant qu'en réalisant ces exercices tous les jours. Alors, il faut dire qu'au début, les premières versions, ce n'était pas le plus confortable. On a essayé de tester des écarteurs de plus en plus petits, pour enfin arriver jusqu'à la position du Froggy-Mouth, la forme du Froggy-Mouth définitive, qui est celle que vous connaissez. Alors maintenant, il s'est attelé, parce qu'il fallait trouver non seulement la forme idéale,
suffisante pour être efficace en termes d'ouverture, mais en même temps une ouverture assez petite pour être physiologique. Et puis, surprenamment, ça a été efficace dès les premiers essais. Mais le meilleur outil du monde est inutile entre les mains d'un profane. Un résultat n'est reproductible que lorsque l'on comprend les mécanismes qu'il met en place et qui le rendent si efficace. C'est donc appelé à comprendre. Comprendre comment fonctionnait l'invention, un petit peu tombé du ciel, il peut dire, mais aussi comprendre comment fonctionnait le cerveau pour se rééduquer, pour créer un automatisme. Parce que c'est comme ça que l'on obtenait une rééducation durable et stable. Alors il a essayé de tout lire, tout comprendre, rencontrer des spécialistes, discuter, pour associer à cet outil une philosophie qui permettait de mieux l'appréhender. Cette approche, c'est la noétique, c'est l'approche passive, et ce sont ces modes d'action que je dois aujourd'hui vous expliquer. Monsieur mon père, je vous laisse la petite zapette. Je vous installe également mon micro. Bon, ben, je remercie mon fils d'avoir fait ma conférence. Je pense qu'il a tout dit. C'est un plaisir de te piquer de toutes tes idées. Je t'ai piqué ton entreprise. Je te pique maintenant tes idées. Bon, donc, il faut que je vous dise que j'ai un conflit d'intérêts en tant que concepteur. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui, vous expliquer mon explication, comment les neurosciences et la physiologie du cerveau m'a permis de comprendre comment Frogimov fonctionne. Alors, comme tous les orthodontistes, j'ai appris à aligner les dents. Ça, c'est pas très difficile, mais ça ne me satisfaisait pas dans la mesure où je me dis que faire un traitement sans comprendre quelle en est la cause, c'est risquer quand même la récidive. Et d'ailleurs, la récidive était tellement risquée que tous les orthodontistes, le mécanisme et tout, fixent définitivement avec des contentions collées de manière à ce que ça ne bouge pas. Et donc, j'ai essayé de comprendre, et j'aime beaucoup cette phrase de Marguerite Yourcenar, qui est retrouver sous les pierres le secret des sources. Et au lieu d'admettre, puisqu'on pense à peu près 50% des enfants auront besoin d'un traitement orthodontique, je me suis interrogé sur le fait que 50% n'en auraient jamais besoin. Et pourquoi pas essayer de comprendre pourquoi est-ce que 50% des enfants n'en auront jamais besoin, plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi 50% en auront besoin. Et cette statistique est à rapprocher d'une étude qui a été faite par la Sécurité sociale lors du bilan de santé de l'enfant à l'âge de 4 ans, et il ressort que 60% des enfants ont acquis naturellement la déglutition de type sujet denté. Et cela est concomitant avec la mise en place de la mastication qui va favoriser la neurogénèse par augmentation de la sécrétion des neurones growth factors dans les glandes salivaires et une augmentation des épyramidioïdes growth factors dans la parotide et dans les glandes sous-maxillaires. Mais il faut quand même revenir au départ et savoir que la succion déglutition, c'est une fonction qui s'est installée in utero et qui va permettre dès la naissance à l'enfant qui était nourri en continu, en température constante et qui n'avait pas besoin de respirer, il est expulsé, c'est un vrai traumatisme, et pour faciliter le tout, on va lui couper la bouche. Heureusement, grâce à son odorat et à ce programme de succion-déglutition, il va pouvoir retrouver le sein maternel immédiatement et avoir ce premier nutriment. Alors, lorsque le bébé déglutit, la mandibule est stabilisée par la contraction des muscles faciaux. La langue s'interpose entre les crêtes alvéolaires et prend appui en avant sur le sphincter labial. Et donc la salive est avalée par différence de pression entre la bouche antérieure et la bouche postérieure, mais cela nécessite un joint d'étanchéité qui se situera au niveau des lèvres. Et il est quand même bon de rappeler qu'un tiers des adultes ont toujours une déglutition atypique. Et
mon propos n'était pas de rééduquer l'ensemble de la population, c'était de faire en sorte que la rééducation soit suffisamment précoce pour permettre une croissance morphine. En réalité, on a dit que c'est à 4 ans, au moment où la mastication se met en place, mais la mastication, en réalité, elle n'est efficace qu'à partir de cet âge. Et il va y avoir une modification des centres neurologiques de commande et de contrôle qui ne seront plus les mêmes, et ces informations sont analysées en permanence et sont généralement ignorées. Toute nouvelle information est transmise au cerveau, et si elle n'est pas pertinente, elle va être éliminée, et si elles sont pertinentes, elles vont pouvoir amener une modification du programme et du circuit neuronal qui va se réorganiser par voie anoétique. Alors, anoétique, c'est un terme qui est relativement compliqué, que j'ai mis en avant dans un précédent ouvrage, mais qui explique bien que c'est sans conscience. Et en réalité, sans conscience, c'est-à-dire que le geste de la mastication, le programme de la mastication va impliquer une organisation et une maturation neurologique lente, dont les centres sont dans le cortex frontal du cerveau et dont la commande est assurée d'une part par le faisceau géniculé qui dépend de la voie pyramidale et d'autre part par l'efficience des nerfs du tronc cérébral. Alors, lorsque ce travail se fait naturellement, progressivement, on va avoir la création de nouvelles synapses qui vont créer des nouveaux circuits. Et les nouvelles informations sensorielles, donc, notamment pendant la position de la mastication, vont remonter vers les aires sensitivo-motrices par voie bottom-up et donc constituer ces nouveaux circuits neuronaux. Alors, en réalité, il faut peut-être revenir sur les définitions des praxis. Et les praxis sont définies par la possibilité pour un sujet de coordonner un mouvement en vue de lui donner une signification et d'obtenir son efficacité. Et elles sont donc gérées par des circuits neuronaux qui sont des ensembles de neurones connectés au niveau des synapses où vont alterner des processus électriques et biochimiques depuis le neurone d'origine jusqu'au neurone destinataire et en passant par des neurones intermédiaires qui peuvent être des dizaines, des centaines ou des dizaines de millions. Alors après, Eric Kandel nous avait dit que apprendre, ça consiste à tracer des nouveaux circuits. Et donc, cette plasticité va se faire soit en remaniant progressivement des programmes existants, soit en créant de nouveaux. J'ai bien remarqué aussi la même analogie dans la conférence de Samantha. Quand on est dans des voies bien formées où tout le monde est déjà passé, c'est assez difficile de sortir de ces traces et c'est quand même beaucoup plus simple de remonter au sommet de la montagne et d'aller tracer des nouveaux circuits. Et donc, ces nouveaux circuits, par les forces musculaires qu'elle va engendrer, va favoriser la croissance optimale des maxillaires. Et on revient à cette statistique qui dit qu'en gros, 50% des enfants n'auront jamais besoin d'un traitement orthodontique. Et tout ça, ça se passe naturellement et génétique. Et la possibilité, donc, pour nombre de comportements, cette potentialité de changement à l'intérieur du cerveau est contrôlée par la génétique. Mais les facteurs endogènes ou innés ne mettent en place que des potentialités qui ne s'exprimeront que si des conditions exogènes adéquates interviennent en temps opportun. Il y a beaucoup de notions importantes, exogènes, adéquates, en temps opportun. Et Dawson Church affirme même que les gènes sont activés ou inactivés
par nos croyances, nos émotions et nos attitudes. L'épigénèse, donc, qui s'oppose à la génétique, c'est un mécanisme moléculaire qui permet de changer de manière héritable l'expression des gènes sans altérer la séquence d'ADN. Et je explique un peu cette analogie ou cette comparaison entre la génétique et l'épigénétique. C'est que la génétique, c'est la partition de la 5e symphonie de Beethoven, mais que si vous donnez cette information génétique à 5 orchestres différents, vous allez avoir 5 choses complètement différentes. Alors, Cooley a constaté que le maintien de l'apport par succion chez l'enfant entretenait un certain retard dans la mise en place de l'apraxie de mastication. Et quelles sont les causes? Il y a 3 causes principales qui sont à l'origine du maintien de la succion déglutition. Soit l'enfant n'avait jamais eu l'occasion de découvrir son nouveau mode de fonctionnement. Il est évident que quand on a des biberons, des compotes, des purées, de la viande hachée, on n'a pas vraiment besoin de mastiquer. Et comme l'apraxie, ça a un but et qu'on doit atteindre, on atteignait ce but en maintenant la succion déglutition. L'autre chose, c'est qu'il avait découvert, par hasard, mais le système limbique, qui est un passage obligé pour l'engrammation d'un nouveau programme, ne l'avait pas retenu pour généralement des raisons d'ordre psychologique, le maintien de la succion du pouce, de la tétine, des nourritures trop molles. Et puis l'enfant se dit, bah, après tout, mon ancien programme, il marche très bien. Moi, ça me plaît de continuer à avoir des biberons et je ne vois pas pourquoi je vais changer. Et la dernière chose, c'est que le cadre anatomique est déjà trop déformé pour pouvoir mettre en place le nouveau programme. Et quand ce cadre anatomique est véritablement incompatible avec l'acquisition de la nouvelle déglutition, ce sont le cas pour ces très grosses béances incisives qui sont provoquées par la succion d'une tétine, cette hypoplasie du maxillaire supérieur qui est liée à une position très basse de la langue et qui était d'ailleurs associée à une agénésie du styloglosse, les grosses prognassies mandibulaires avec les béances, les grosses rétromandibulies où la lèvre du bas va se caler en arrière des incisives du haut, tout ça, ça ne permet pas de modifier les praxies. Donc, pour ces enfants-là, il y aura une première phase orthopédique qui va modifier le cadre et permettre justement ces acquisitions. Mais il y a une constante à chaque fois, c'est la nécessité d'un joint d'étanchéité au niveau des lèvres. Et ce joint d'étanchéité est obtenu lors de l'activité du nerf facial. Vous voyez bien que le contact bilabial forcé est obtenu soit par l'élévation du carré ou du menton, soit la contraction des orbiculaires, mais de toute façon, c'est la musculature périorale qui va assurer ce joint d'étanchéité. Et donc, le principe de notre technique de rééducation est fondé sur la déconnexion de la syncinésie lèvre-langue et l'élévation du dôme lingual. Ce ne sont pas forcément des choses nouvelles parce que j'ai suivi la totalité des conférences aujourd'hui et ces notions ont été développées aussi par d'autres conférenciers. Et en réalité, cette modification du contact bilabial, cette absence de contact bilabial, va entraîner une modification de la posture linguale et va créer donc un joint postérieur pour la respiration qui inhibera la respiration buccale. Et cette double nécessité fonctionnelle linguale postérieure et occlusale est trop souvent oubliée par les rééducateurs des fonctions orofaciales et de l'air de dit que c'est vraisemblablement une des causes des trop fréquents échecs des rééducations. Alors, bon, Guillaume vous a déjà dévoilé les choses. La première fois, pour justement supprimer ce joint
bilabiale, j'ai demandé à l'enfant de tenir sa lèvre, d'avaler la salive, et automatiquement, lors du mouvement de déglutition, la lèvre s'échappe des doigts, et ce qui va permettre à l'enfant de se rendre compte de l'activité des lèvres dans le mouvement de déglutition. Une fois qu'il a bien perçu cette nécessité de serrer les lèvres, je vais lui demander d'écarter la lèvre, de tenir la lèvre et de faire en sorte qu'il n'y ait aucun mouvement de la lèvre du bas. Et donc, aucun mouvement de la lèvre du bas, ça veut dire qu'il n'y a pas de joint et donc la déglutition va être obligatoirement de type sujet denté. Et j'avais installé aussi, parce que je me rendais compte qu'il ne suffisait pas de le faire, mais qu'il fallait aussi arriver à l'automatisation. Et à cette époque-là, je demandais aux enfants, pendant 5 minutes et tout, de se mettre devant une glace et de contrôler si les lèvres étaient bien détendues ou si, au contraire, elles étaient contractées. Et donc, je pensais ainsi inhiber l'activité du nerf facial et donc de permettre l'activation du trijumeau, ce qui va faciliter l'occlusion dentaire, parce qu'on a bien vu au départ chez le nouveau-né que la mandibule est stabilisée par la musculature faciale. Là, la mandibule va être stabilisée par l'occlusion dentaire. Et donc, ça va rapprocher le dôme lingual du palais osseux, et donc la simple contraction du styloglosse permettra la déglutition. Alors là, je vais vous montrer un cas, le premier cas qui a été, où on a utilisé à l'hôpital le Frogimov dans sa version définitive. C'était un jeune enfant de 2 ans et demi. Il était IMC profond. Il sortait de réanimation parce qu'il faisait des fausses routes, donc je n'avais quand même pas choisi le cas le plus facile, et il nous avait été envoyé par le service de neurologie, le professeur Evra. Et donc, je lui mets ce Frogimov pour voir. Alors, envoyez la petite vidéo. Voilà. Et alors, je l'ai demandé, malheureusement, on ne m'a pas écouté, qu'on ne cache pas les yeux sur ce cas, parce que c'est très important. Il y a une notion de désespoir, de stress dans le regard qui est tellement significative, et que ce n'est pas nécessaire puisque j'ai l'autorisation de publier ce cas. Et je le revois 15 jours après. Donc imaginez, par une voie classique, des orthophonistes demandant à un enfant de 2 ans et demi, IMC profond, ne contrôlant absolument pas ses mouvements, de rééduquer sa langue. Et donc je le revois 15 jours après, allez-y, voilà. Et d'un seul coup, il a découvert le bon moment, le bon mode de déglutition. Là encore, malheureusement, le fait d'avoir occulté le regard nous montre aussi le changement complet de son regard, de la physionomie, et le bien-être qu'il a ressenti en découvrant cette nouvelle fonction. Et sa maman me disait que le plus difficile, c'était de lui faire porter que 15 minutes par jour, parce qu'il se sentait tellement bien avec qu'il voulait le garder. Et il y a un autre cas aussi, alors là, ça a dépassé aussi mes espérances, c'est le petit-fils d'une de nos collègues qui est venu et qui me dit, mon petit-fils, il y a des kystes laryngés et tout, et il est en permanence avec la langue sortie. Et je lui dis, écoutez, alors, honnêtement, je pense que je ne peux rien faire, parce que vraiment, c'est trop difficile. Et on lui donne la boîte de Froggy et tout. Et il met le Froggy dans sa bouche et immédiatement, la langue rentre. Voilà, découvrons cette chose. Et c'est resté pérenne, puisque 6 mois après, on voit toujours que la langue est bien à l'intérieur de la bouche. Voilà encore 6 mois après, je vais dire,
la vie de cet enfant a totalement changé et la perception des autres aussi à son égard a totalement changé. Mais je reviens sur le regard du précédent, que malheureusement on n'a pas vu, et vraiment j'avais été frappé par le stress qui ressortait de cette vidéo. Et l'étude des neurosciences et tout m'a fait comprendre que, sans le savoir, j'avais confirmé les travaux de Joël Spuhl-Viegart, qui avait démontré que le stress facilite les mécanismes de la mémoire, mais seulement quand il est ressenti au moment où l'organisme doit mémoriser l'événement, et seulement lorsque les hormones et les neurotransmetteurs activent les mêmes réseaux que ceux qui sont activés par l'apprentissage. C'est tout à fait ce qui s'est passé avec le froggy. Il y a eu un stress qui a été provoqué au moment de l'apprentissage de la nouvelle praxis. Et ça, c'est McIntyre, ont remarqué qu'un état fortement émotionnel peut court-circuiter les contraintes normales biochimiques et produire une quantité suffisante de molécules MAP kinase qui seront donc envoyées vers le noyau, puisqu'on a vu que c'était au niveau des synapses et des neurotransmetteurs que tout se passait. Mais quand il y a un grand stress et si on veut passer dans la mémoire à long terme, il faut toucher le noyau. Et donc cette production d'MAP kinase va aller inactiver dans le noyau les molécules CREB2 et faciliter CREB1, et donc l'impression directe de cette expérience dans la mémoire à long terme en agissant sur la partie basolatérale de l'amygdale. Et tout le monde se rend compte que si il y a 20 ans, vous avez eu un accident d'auto, vous vous souvenez, sans avoir besoin de l'avoir répété, que c'était le soir de Noël, que vous étiez avec votre mari et vos enfants, qu'il neigeait, que vous alliez dîner pour le réveillon, d'ailleurs que vous portiez la robe bleue et le manteau bleu assorti. Et je n'avais pas répété ça, même pendant toute la semaine qui a suivi l'accident, pour l'imprimer. C'est-à-dire que cette production d'MAP kinase va imprimer définitivement dans la mémoire à long terme tout ce qui s'est passé et même ce dont vous ne vous rendez pas compte ou ce dont vous n'avez pas conscience. On peut dire la même chose, votre cérémonie de mariage, vous vous en souviendrez toute votre vie. Bon, ce sera un bon ou un mauvais souvenir. Et alors, donc, Frogimov, c'est un dispositif qui est porté 15 minutes par jour, durant une période assez courte, devant un écran de télévision, parce que donc c'était une récompense reconnue par le système limbique, mais ça, on l'a répété quasiment pendant toute la journée, et qui va obliger l'enfant à découvrir un nouveau mode de déglutition de manière non consciente, anoétique. L'effet majeur, ça va être provoqué par l'impossibilité d'avaler sa salive comme d'habitude. En effet, donc, le courant plus cérébral l'élève, il est dans l'impossibilité d'assurer le joint d'étanchéité au niveau labial qui est indispensable au déroulement du programme moteur de la succion déglutition, d'où cette réaction brutale, immédiate au niveau du tronc cérébral, trouver un nouveau programme. Et donc, Mazot et Pouet ont remarqué que l'enfant était mis face à une contradiction, une impossibilité, une question qui l'oblige à remettre en question et à réorganiser ses savoirs antérieurs, naïfs ou incomplets. Et là, vous avez bien vu que quand on met le Frogimov, on inhibe le nerf facial, donc on stimule le trijumeau qui va permettre d'obtenir l'occlusion dentaire. S'il y a une occlusion dentaire, la partie postérieure de la langue va se rapprocher du palais et il suffira juste d'un petit mouvement, une petite contraction pour pouvoir avaler sa salive d'une manière physiologique.
Donc, Frogimov, c'est par l'activation du système émotionnel et par ce stress qui ouvre donc un nouveau mode d'enregistrement immédiat dans la mémoire à long terme et que les chercheurs nomment now print, c'est-à-dire imprimer en mémoire le contenu actuel de l'activité neuronale. Et ce nouveau programme va s'intégrer immédiatement à la mémoire implicite procédurale, qui est une mémoire qui ne se rapporte à aucun apprentissage antérieur, qui ne nécessite pas de répétition pour être conservée et dont le rappel ne nécessite aucune attention conscience. Ces souvenirs implicites sont stockés dans le cervelet, le striatum et dans l'amygdale. Mais la chose importante et qui est obligatoire, c'est de dépasser cette obsession de modifier le programme de déglutition, parce que c'est l'ensemble des praxies orofaciales qu'il va falloir rééduquer. Et donc, on a bien vu que la restauration d'une respiration nasale est indispensable à la pérennité des acquisitions fonctionnelles. Rééduquer la déglutition, si l'enfant reste toujours en respiration buccale, il ne peut pas respirer, donc il est obligé de baisser la langue. S'il baisse la langue et tout, on revient dans un cercle vicieux qui va s'accentuer. Là encore, on voit bien qu'il faut faire attention à la physionomie des narines, et on voit bien que dans ces cas précédents, les narines ne sont absolument pas fonctionnelles. Et Takisho Ono nous explique que la langue est un organe respiratoire qui est donc concerné par les circuits respiratoires, et il va même beaucoup plus loin puisqu'il intègre dans ses circuits neuronaux l'activité des neurones prémoteurs du nerf phrénique. Donc j'entends souvent des contradicteurs avancer que les lèvres entr'ouvertes vont faciliter la respiration nasale et que les lèvres doivent être nécessairement fermées pour déglutir. Alors, je vais reprendre un paragraphe du pape de la respiration en France, qui est Uziel, et il nous dit que quand la respiration est nasale, la musculature orofaciale n'intervient pas, donc pas de participation du nerf facial. Les lèvres sont au contact, mais sans contraction de l'orbiculaire. Et il rajoute que de nombreux enfants ont une incompétence labiale, c'est-à-dire une absence de contact bilabial, mais qui ne sont pas pour autant des respirateurs buccaux, parce que le contact langue-palais-mou réalise un système de fermeture à l'air qui est, lui, totalement physiologique, alors que fermer les lèvres pour empêcher de respirer, c'est pas physiologique. Et donc, le fait d'inhiber le nerf facial, ça va donc nous stimuler le trijumeau, et c'est le trijumeau qui contrôle les centres de la respiration dans le tegmentum frontique par son noyau sensitif, et donc qui va amplifier la restauration de la respiration nasale. Donc l'incompétence labiale n'est absolument pas un obstacle, mais au contraire, le clé de notre stratégie. Et je pense que Samantha, d'une manière anoétique, a fait toute sa conférence avec un t-shirt où on voyait un magnifique sourire avec du beau rouge à lèvres et la lèvre du haut et la lèvre du bas qui étaient très à distance. Donc, il ne faut pas confondre lèvres contractées et lèvres au contact, mais détendues. Donc, autre gros avantage de Froggy, le port est limité à 15 minutes devant la télévision, donc ce n'est pas contraignant, et surtout, ça n'interfère pas sur la qualité du sommeil, qui est fondamentale, parce que le sommeil favorise la consolidation
des traces mnésiques dans la mémoire procédurale et en particulier lors d'apprentissage des séquences motrices. C'est l'IRM fonctionnel qui nous a montré que la nuit, le cerveau revivait toutes les expériences qu'il avait vécues et que c'était les mêmes activités neuronales que celles qui s'étaient produites lors de l'apprentissage. Et c'est la même chose pour les apprentissages scolaires. Donc, il est important de bien dormir et c'est pour ça que je suis totalement opposé au fait de faire porter un appareil 14 heures par jour, donc les 2 heures dans la journée, pourquoi pas, mais faire porter 12 heures à un appareil intrabuccal à un jeune enfant, c'est pas physiologique, c'est pas respectueux. Et puis de toute façon, on n'apprend pas la nuit. Donc, je pense que facilitons les rééducations des enfants et laissons-les dormir tranquilles. Alors, est-ce que c'est suffisant? Et Marie-Vonne Fournier, elle a parfaitement perçu le problème. Et elle nous dit, force est de constater que les rééducations neuromusculaires, labiales, fonctionnelles récidivent souvent, fréquemment. C'est ce que j'ai toujours expliqué. Et est-ce que c'est véritablement, elle se pose la question, est-ce que c'est véritablement une récidive? Et si c'était une récidive, ça remonterait en question les processus d'apprentissage par voie top-down. Mais ça veut dire que, Marie-Vonne Fournier, ça supposerait qu'il y ait eu une guérison. Or, en réalité, il y a une commande qui est réalisée à la demande, mais l'automatisation n'a pas été obtenue. Et c'est pour ça qu'elle rajoute, nous ne sommes pas assez vigilants pour contrôler minutieusement si l'automatisme a été obtenu. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé quand Vanessa Choureau et tout, vous dites, ben moi, je commence à regarder la lèvre des enfants quand ils arrivent au comptoir, qu'on fait ça, à un moment donné où ils sont dans leurs habitudes, dans leurs automatismes et non pas dans un contrôle parce qu'on sait que l'orthodontiste est en train de vous surveiller. Et elle définit même cette réponse neuromusculaire aux ordres donnés. Elle dit qu'il s'agit donc au contraire d'obtenir un automatisme, donc une praxis sans conscience, ce que j'ai nommé, je pense, anoétique, et qui est une dénomination qui est sans ambiguïté. Mais de toute façon, ça prouve que actuellement, nous n'avons fait qu'explorer le premier temps de la stratégie d'une modification pratique, c'est l'engrammation. Et donc, il faudra porter toute notre attention à l'automatisation de ces fonctions par le contrôle du thérapeute qui pourra être transféré aux parents. Et là encore, la neuroscience nous montre que si des apprentissages ont stimulé plusieurs zones cérébrales et donc créé plusieurs circuits neuronaux, l'activation de l'un d'entre eux aura pour effet l'activation des autres. Nous avons affaire à un système connexionniste. Et en réalité, on a parlé donc des circuits neuronaux. Le nombre de neurones est estimé à plus de 100 milliards. Et chaque neurone établit des dizaines de milliers de connexions. Et ce trop-plein d'informations ne peut pas être enregistré et automatisé. Donc, il y a un tri qui se fait dans une arborisation luxuriante et qui est suivi donc d'un élagage qui va éliminer jusqu'à l'adolescence toutes les synapses qui sont inutiles ou redondantes et les circuits neuronaux qui vont perdurer s'aiguisent et se raffinent en fonction de leur utilisation. Les autres circuits gérant les praxies orofaciales sont donc concernés par ce connexionnisme et
ce rôle, justement, est dévolu aux cellules gliales. Alors, les cellules gliales, elles sont 4 à 5 fois plus nombreuses que les neurones et leur rôle est essentiel dans les apprentissages. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a vu que le programme neuronal, le programme praxique était contrôlé par les neurones. Donc, il y a des messages qui passent dans le circuit au niveau des synapses et c'est des échanges de neurotransmetteurs qui transmettent l'information. C'est un petit peu comme une conversation téléphonique entre deux personnes. Un neurone, une synapse, un neurone dit au deuxième neurone, voilà ce que tu vas faire, maintenant ça a changé et voilà ce que tu vas faire. Et parallèlement et tout autour de la synapse, il va y avoir donc ces cellules gliales qui vont écouter ce qu'il se passe et qui vont transmettre l'information à tous les autres circuits neuronaux en disant « Ah, ben vous savez pas ce qu'ils ont fait actuellement sur le contrôle des lèvres, eh ben je pense que pour la posture de la langue, ça peut aussi t'intéresser et donc on va agir d'une manière encore anoétique sur ces processus de rééducation qui vont donc modifier les autres circuits neuronaux pour améliorer leur efficacité. Et donc, c'est ce qu'on appelle un constant qui intervient donc, dans la réalisation des programmes connexes. Donc, ces astrocytes, ces cellules gliales, contrôlent le timing, la localisation et le nombre et la plasticité des synapses, et ça, ce sont des travaux récents d'Agide et de Magistretti. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Samantha a aussi repris cette séquence des domino-tombeurs. On peut considérer que le premier domino, c'est le circuit neuronal qui gère la position des lèvres. Une fois qu'on l'a bien établi, modifié, il va tomber et il va donc transmettre à la langue une modification de sa posture. La posture de la langue, on pouvait encore la modifier par voie top-down. Mais ça va aller plus loin et ça va aller à la musculature du voile, du palais, ça va aller à la musculature de l'oreille interne pour ouvrir et aérer le conduit auditif et supprimer les causes des otites. Et tout ça, c'est quasiment impossible à faire par voie top-down. Et donc, nous allons avoir une modification globale de l'ensemble des circuits par voie anoétique. La seule chose, c'est qu'il faudra justement, pour voir si ça s'automatise, être bien vigilant sur les autres praxies que celles qu'on souhaite contrôler. Et alors voilà par exemple un exemple de ce connexionnisme. C'est pas facile pour l'enfant de respirer par le nez parce qu'il n'a pas conscience du cheminement de l'air à travers le nez. Et on va faire donc des exercices de reconnaissance de parfum, c'est-à-dire qu'on va faire sentir 2 odeurs, du parfum, du vinaigre et tout, et après il va falloir reconnaître les parfums. Et en réalité, il y a donc un connexionnisme entre les circuits de l'odorat, le bulbe olfactif et le circuit de la respiration nasale. Et donc, ça va être ces amplifications qui vont permettre l'automatisation beaucoup plus rapide. Alors, comment favoriser cette automatisation, puisqu'on a vu que c'était finalement ce qu'il y avait de plus difficile. Et en réalité, quand on a appris un nouveau programme de déglutition, c'est comme si vous achetiez un nouveau programme sur votre ordinateur, vous aviez un programme ancien, j'avale ma salive par succion, et puis là, vous avez acheté ou vous avez téléchargé le nouveau programme, j'avale la salive secondaire de type sujet denté, et donc vous allez avoir 2 icônes sur votre ordinateur. Et quand on a 2 icônes, eh ben, il faut aller cliquer et le programme
qui va s'exécuter sera celui sur lequel on a cliqué. Et il faut savoir donc que le clic, l'icône qui va déclencher l'ancien programme, c'est « mes lèvres sont contractées, mes dents ne se touchent pas ». L'icône qui va appeler le bon programme, c'est « mes dents sont serrées, mes lèvres sont détendues ». Tout ça grâce à l'activation du trijumeau et donc qui va appeler le bon programme. Alors, il y a des travaux très intéressants qui ont été faits à UCLA par Robert Bjork et il propose à ses étudiants 4 programmes pour, lors d'un apprentissage. Et le premier, c'est répéter, 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 et à la fin, il y a l'évaluation, et c'est comme ça qu'on se trouve souvent avec une automatisation qui est pas satisfaisante. Alors, un deuxième programme, c'est répéter, 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 et on fait un test, et après on évalue. Tout ça pour terminer non pas répétition, mais un apprentissage anoétique, et des tests, des tests, des tests, et après, il y a l'évaluation. Et en réalité, la plupart des gens vont penser que c'est le premier programme qui est le plus efficace, mais en réalité, c'est le 4e. Et des dizaines de publications scientifiques ont démontré l'efficacité de ce qu'on appelle le retrieval practice, et qui est une des stratégies pédagogiques les plus efficaces. C'est d'ailleurs, Dehaene nous dit que des dizaines de publications démontrent son efficacité, et cette stratégie 4 va être reprise dans les programmes de jeu qui sont gérés par l'intelligence artificielle. Parce que c'est généralement qu'en fin de partie que l'on sait si elle est gagnée ou perdue. Et l'astuce qu'ont trouvé donc ces informaticiens consiste à apprendre 2 choses en même temps. Elle veut agir et s'auto-évaluer. Et si on voit que l'auto-évaluation, c'est comme les tests, n'est pas satisfaisante, eh bien, c'est pas la peine de continuer dans ce mode d'apprentissage, et il faut donc rectifier le programme moteur. Alors, ce contrôle, il est fait par le praticien au départ, mais il peut être confié aux parents. Et en réalité, si la commande sensitivo-motrice est correcte, tout le programme moteur va se dérouler d'une manière anoétique. C'est-à-dire que sous les ordres du cortex prémoteur et moteur, la séquence motrice va être gérée par les circuits de la substance grise de la moelle épinière, du tegmentum du tronc cérébral, c'est-à-dire essentiellement par les motoneurones alpha, et elle va être contrôlée au niveau du cervelet, qui détecte et corrige la différence entre le mouvement exécuté et le mouvement souhaité, et qui va donc rétablir les choses grâce aux ganglions de la base qui, en plus, vont supprimer les données erronées. Et c'est un peu la même chose que toutes ces informations qui ont été enregistrées, elles sont plus utiles, et donc il va falloir élaguer, et il va falloir donc inhiber les anciens circuits, les rendre inopérants pour donner toute leur efficacité aux circuits qui sont physiologiques. Et donc, en réalité, d'un point de vue neurotransmetteur, on sait que les circuits corrects sont renforcés inconsciemment par la libération de dopamine. Alors, voilà par exemple, et c'est pour ça que ce n'est pas très compliqué, voilà une image que les parents, les praticiens et les parents doivent se mettre dans la tête. Et là, les lèvres sont serrées, le carré et la houppe du menton sont contractés, c'est pas bon. Là, c'est pareil, c'est des classes de 2, c'est souvent comme ça, c'est pas une interposition antérieure, mais c'est une interposition postérieure. Les lèvres sont complètement avalées. Alors que la bonne posture, c'est justement les lèvres bien détendues. C'est pas la bouche ouverte, hein, c'est juste le petit fil, petite ligne qui est entre la lèvre du haut et la lèvre du bas.
Voilà, et ça, c'est la bonne image. Et il suffit que 3 fois par jour, les parents disent à l'enfant, « Ah, là, t'es bien, là, t'es bien, là, t'es pas bien. » Ça sert à rien de passer d'être derrière lui en permanence. 3 fois par jour, t'es bien, 3 fois par jour, t'es pas bien. Et donc, tout ce système va s'automatiser par l'activité du tronc cérébral et du cervelet. Il y a une autre chose, si esthétiquement aussi, on voit que quand la langue tombe dans la mâchoire du bas, on a l'impression que cette jeune fille a un double menton déjà. Et il suffit que le styloglosse s'active pour automatiquement remonter la partie postérieure de la langue vers le haut et de changer complètement son profil. Et regardez, là encore, les lèvres. Quand la langue n'est pas dans une bonne position, vous avez une contraction des lèvres. Quand c'est le styloglosse qui avale, vous avez une détente au niveau des lèvres. Alors, dernière chose dont on ne parle pas suffisamment, c'est le problème de la phonation. Alors, on dit effectivement que c'est trop limité dans le temps, c'est pour que ce soit véritablement une influence. Mais une étude un peu approfondie qui a été faite par Cooley nous montre que la coexistence de la succion et d'écrit, de la mastication et du langage parlé semble bien démontrer les intrications entre les oralités verbales et alimentaires. Et cette corrélation entre oralité verbale et alimentaire est encore renforcée par le fait que ce sont les mêmes voies anatomiques qui sont utilisées, mais elles sont utilisées dans le sens inverse. Et donc, il ne faut surtout pas se désintéresser de l'élocution. Et il y a un test tout simple qui permet de juger si la rééducation est efficace, c'est demander à l'enfant de compter jusqu'à 60. Si vous apercevez la langue sortir, vous envoyez la vidéo. Voilà. Et si vous voyez la langue sortir dans le fond, c'est qu'elle n'est pas rééduquée. Parce que qu'est-ce qu'il se passe? Et là encore, si les sons sont élaborés par les lèvres, à ce moment-là, la déglutition peut être prise en charge par la langue. En revanche, si l'élocution est prise en charge par la langue, et ben, au moment d'avaler la salive, il faudrait que la langue rentre, qu'il serre les dents, qu'elle avale, qu'elle redesserre les dents et qu'elle ressorte sur le côté pour retrouver cette élocution. Et c'est beaucoup trop compliqué, c'est beaucoup trop inconfortable et c'est beaucoup plus confortable de conserver la succion déglutition. Donc, il est très important de savoir que soit les sons sont élaborés par les lèvres et la langue donc, peut travailler à la déglutition et être dans une bonne posture, soit les sons sont élaborés par la langue, c'est ce qu'on appelle le parler bébé, et on reste dans la succion déglutition. Alors là encore, comment faire pour se rendre compte et que l'enfant se rende compte? Alors quand on est face à ce cas de figure que on voit sortir la langue en permanence derrière, je demande à l'enfant de serrer les dents et de compter de 1 à 10 en gardant les dents serrées. Donc la langue ne peut pas s'échapper et le seul moyen de moduler les sons, c'est de confier ça aux lèvres. Alors au début, c'est pas facile, mais c'est un exercice qu'il faut faire pas trop longtemps, pendant 7-8 jours maximum. Et la seconde semaine, on va l'améliorer un petit peu. On va lui dire, bon, ben, tu as bien fait ton exercice de compter de 1 à 10 une fois par jour. Mais bien évidemment, tu te rends compte que c'est pas normal de parler les dents serrées. Alors, tu vas parler normalement. Maintenant, tu vas compter de 1 à 10 normalement. Mais entre chaque chiffre, tu vas serrer les dents. Alors, on fait 1, hop, 2, hop. Il faut entendre le claquement. 3, 4, 5, 6, et on va compter de plus en plus vite. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
à force d'augmenter le débit, la langue, elle n'a pas le temps de sortir, de rentrer, de sortir, de rentrer. Elle aura trop peur de se faire mordre et donc elle va rester à l'intérieur et on aura modifié justement le mode d'élaboration des sons. Alors, les evidence-based, en réalité, on ne peut même pas parler d'evidence-based, on peut parler d'une petite étude clinique qui a été faite très sérieusement par Dr Cornet à l'Université de Lille et qui a pris 4 paramètres pour savoir justement évaluer l'efficacité de Frodimov. Donc c'est une étude qui a été faite sur 10 semaines et au début on cherche un petit peu la présence de la contraction labio-mentonnière. Elle est présente dans 96% des cas. Au bout de 5 semaines, elle perdure chez 32%. Au bout de 10 semaines, elle n'existe plus que chez 15% des patients. Le stade de la déglutition, alors stade 0, stade 1, c'est-à-dire en cours de rééducation, c'est généralement engrammé mais pas automatisé, et le stade 2, c'est engrammé et automatisé. Et là, on voit encore qu'on a 60% au bout de 10 semaines d'enfants qui sont complètement rééduqués, il y a 20% qui sont en voie d'automatisation, et il y a encore 20% d'échecs. C'est sur 10 semaines, et on se rend compte que pour certains cas, il faut aller plus loin, donc il ne faut pas se désespérer. Et c'est le fait de répéter les choses, les exercices et les évaluations qui vont encore augmenter le pourcentage de réussite. L'interposition linguale, là aussi, on a évalué l'interposition linguale totale, antérieure et latérale. Et là aussi, on a des résultats qui sont totalement significatifs. Dernier paramètre, avoir les arcades serrées, d'être en occlusion, ce qui est indispensable pour que la langue puisse s'appuyer sur une mandibule qui est bien fixée. Et voilà, on est passé de 8% 30 au début de l'expérience à 82%. Donc, en gros, on peut dire qu'il y a 60% qui sont 70% qui sont très bien rééduqués et 15-20% qui sont en cours d'automatisation. Et en réalité, grâce à Marc Moller, j'ai découvert les travaux de Fabio Scopa à Rome il y a 2-3 ans, et j'ai lu dernièrement une étude qu'il a parue et qui étudie les zones sensitives et motrices qui sont stimulées lors de programmes dysfonctionnels et des programmes fonctionnels. Et il me fait part justement d'une toute nouvelle connaissance sur l'activité de la langue grâce à la découverte de 5 extra-récepteurs qui sont sur le palais et qui connectent le nerf nasopalatin au cerveau dans des conditions physiologiques. Donc la langue, durant la déglutition, touche normalement le palais en arrière de la papille rétro-incisive. Et ce point Tiger, qui est appelé le point zone, ce point, c'est celui qui va automatiser la bonne posture linguale. Et en réalité, c'est un relais naturel entre les récepteurs du palais et le cortex cérébral. Et ça corrobore tout à fait une étude que j'ai faite, parce que moi aussi, je suis persuadé que Frodimov n'agit pas sur les mêmes zones que la succion déglutition, la bonne déglutition ne stimule pas exactement les mêmes zones. Et j'ai une jeune fille de 7 ans qu'on a passé à l'IRM fonctionnel à l'hôpital Necker. On est dans la machine, elle est au repos, il n'y a aucune activité
au niveau des zones qui gèrent la déglutition. On lui demande d'avaler sa salive en succion déglutition et vous voyez qu'il y a une petite activation. Et on lui met l'appareil en même temps, immédiatement, dans la machine. Et la première fois qu'elle avale sa salive, elle est obligée d'avaler correctement et vous voyez justement cette augmentation de la zone concernée au niveau des centres de la déglutition. Et ça a été confirmé par des travaux qui ont été faits par Marine Pence à Bruxelles. Et la différence, c'est que c'était un adulte qui avait 35 ans, qui avait une déance, et on voit justement dans les enregistrements que sans appareil, il n'y a pas tellement de stimulation. On lui met le Frogimov, on le passe dans la machine et on voit quand même début d'activation de certaines zones. Mais la chose la plus importante, c'est qu'un mois après, avec l'appareil ou sans l'appareil, on a les mêmes excitations. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on a vraiment modifié d'une manière définitive le programme de déglutition. Alors, en réalité, je voudrais faire un petit peu une analogie avec le Rubik's Cube, parce que j'étais très intéressé par le Rubik's Cube, mais je ne suis pas très manuel. Alors, j'essaye de temps en temps, et puis j'arrive à faire une face. Et puis j'essaye de faire la deuxième face. Mais bien évidemment, je démolis la première face. Et pourquoi? Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. C'est comme les gens qui ne savent pas exactement comment fonctionne le principe de rééducation et tout. Mais mon fils, lui, je lui donne le Frogimov et en gros, il lui faut 1 minute pour faire les 6 faces. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça de la complexité à la simplicité. Alors, ce sont 2 termes qui sont un petit peu compliqués. La complexité, ça peut caractériser un système qui est composé d'un grand nombre d'éléments qui interagissent sans coordination centrale, sans plan établi par un architecte ou un cerveau, et menant spontanément à l'émergence de structures complexes. C'est une définition que nous donne Alain Barra, alors qu'une chose simplexe est une chose complexe dont on a déconstruit la complexité et que l'on s'est expliqué d'une manière simple. Donc, merci beaucoup pour cette conférence. Oui. Alors, la première question qu'on nous a posée dans le chat, c'est comment est-ce que tu fais pour t'assurer de l'automatisation de la pratique? C'est justement 3 fois par jour en surveillant les items qui sont... alors... Oh là, c'est pas possible, il a réussi. Ah, je vais vous dire, ça me fait suer. Ça me fait suer. D'abord parce qu'il fait trop chaud sous ces lights et tout. Donc, les questions, voilà. Nous en étions justement. L'automatisation, 6 fois par jour par les parents. Il y avait d'ailleurs une question qui suivait en disant quel est l'autre rôle des parents que simplement regarder 3 fois par jour? C'est pour l'automatisation. D'abord, le premier rôle des parents, c'est s'assurer que le Froggy est bien porté, 15 minutes devant la télé et tout. Là, on a dit qu'il y a l'engrammation, qui est le premier stade. Le deuxième stade, c'est l'automatisation. Donc, c'est une fois que l'engrammation est obtenue. Et donc, là, il faut faire un contrôle. 3 fois par jour, c'est bien. 3 fois par jour, c'est pas bien. Et il y a pas mal de choses. Il y a cette angulation qui montre que la langue est bien postérieure et haute postérieure. Et puis, il y a surtout les lèvres serrées. Ou les lèvres sont serrées, ou les lèvres sont pas serrées. Si elles sont pas serrées, ça veut dire que forcément, avec ce système de connexion et de domino-tombeur, là veut dire que la langue est en bonne posture. Si elle est en bonne posture, ça veut dire qu'on va déglutir comme il faut. Si elle est en bonne posture, ça veut dire qu'on va respirer comme il faut et tout. Donc, il suffit d'un point à l'extérieur. C'est un cercle.
Alors, soit on a un cercle vicieux, soit on a un cercle vertueux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec tous les systèmes de rééducation, chacun peut intervenir. Moi, j'interviens au niveau d'élèves. D'autres orthophonistes peuvent intervenir au niveau de la déglutition. D'autres kinés respiratoires peuvent intervenir au niveau de la respiration et tout. Et en réalité, chacun a son premier item à attendre. Et à ce moment-là, grâce à ce connexionnisme, bien vérifier que les autres praxis ont été elles aussi modifiées grâce justement à ces cellules gliales qui transmettent les messages de modification aux autres circuits neuronaux. Mais toi, en réalité, quand tu rééduques en premier les lèvres, c'est pas pour rééduquer les lèvres en premier, c'est parce que tu te rends compte de la corrélation directe qu'il y a entre la posture des lèvres et la contraction des lèvres et la posture linguale. Et c'est ensuite la posture linguale qui est au centre de cette stratégie de rééducation, avec d'un côté son influence sur la déglutition et de l'autre celle sur la respiration. Mais c'est en réalité, c'est une séquence motrice. Et si le premier élément est faux, si on ne prend pas le bon chemin, eh ben, on arrive très vite dans un truc sans issue. Donc moi, j'ai choisi les lèvres parce que c'est ce qui est le plus simple pour l'enfant et c'est ce qui est le plus simple pour le thérapeute. Et c'est ce qui est le plus simple pour les parents pour justement juger des acquisitions. Alors justement, il y avait une petite question de quelqu'un qui t'a activé en te disant que finalement, au même sens qu'on avait dit au tout début, que tu avais été le premier orthodontiste, orthophoniste, un petit peu, alors je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, du coup, celui qui a codifié cela avec Defez. Qu'est-ce qui t'a poussé à essayer de développer cette approche passive? Est-ce que si ça ne t'était pas tombé dessus, tu aurais cherché à développer? C'est-à-dire que quand je suis arrivé à l'hôpital Bretonneau et que j'ai vu des béances d'1 centimètre au commencement de traitement, et puis il y a Defez, mais donc vous allez mettre des bagues et puis vous allez mettre des élastiques et tout. Ah non, 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 je vais regarder comment ça se passe. Donc quand j'ai vu que ces béances disparaissaient en 2 mois, en 3 mois, alors lui, il faisait faire d'autres exercices parce que c'était aussi influencé par Gudin. Alors c'était des exercices aussi où on se plaquait, on se serrait très fort. Alors il y avait une augmentation du message, mais là encore, on était dans les exercices. Et ce que j'ai essayé de faire et ce que j'ai réussi à faire avec le Frodi, c'est qu'il n'y a pas d'exercice. Pour justement simplifier aussi cette approche de coopération. Oui. C'est toujours la partie la plus difficile à obtenir. Et à ce moment-là, comment est-ce que tu travaillais sur l'obtention de l'automatisation justement avec ces anciennes séries d'exercices? Eh bien, justement, j'en avais la perception puisque je demandais à l'enfant de s'auto-contrôler dans un miroir. C'est donc ces exercices de rééducation avec le miroir où l'enfant pouvait s'évaluer. Voilà, en réalité, il y avait les prémices de ce qu'est notre stratégie maintenant et validée par les nouvelles connaissances en neurosciences. Et tout était déjà là d'une manière anoétique, sans le savoir. Et en réalité, je veux dire, je fonctionne un peu comme ça, c'est-à-dire que quand j'ai un article à écrire, je sais, j'ai déjà un article à écrire. Et comme je roule beaucoup, parce que j'habite entre Paris et la campagne, je roule beaucoup, je suis dans le silence, j'ai un article, et voilà. Et puis d'un seul coup, c'est pas la peine que je me mette à mon bureau pour avoir le symptôme de la page blanche, d'un seul coup, c'est prêt. Et je sors l'article. En 2 heures, l'article est fait. Et il a été donc conçu, là encore, d'une manière anoétique. Il n'a absolument pas été verbalisé. Je n'ai pas essayé des phrases, des constructions et tout. Mais le cerveau primitif était concentré là-dessus. Il a conçu quelque chose et après l'exécution, elle est venue immédiatement. Ce n'était pas un processus cortical, mais c'était là aussi un processus anoétique. Donc, vous venez finalement un petit peu de cette équipe qui date de Bretonneau, qui déménageait à l'hôpital Robert Debré. On a d'ailleurs le docteur Benaïssa qui te transmet un grand bonjour. Il avait préparé l'attestation de stomatologie pédiatrique Robert Debré, professeur de thèse. Il avait fait un stage clinique avec toi en 91-92
qui se rappelait du coup à ton mousson de lumière parce que tu l'avais beaucoup inspiré dans tout cela. Moi, il y a un autre point sur lequel je voudrais revenir que je trouve particulièrement intéressant, c'est on oppose souvent justement, et ça faisait l'objet d'une de tes slides, cette idée de se poser la question de si les lettres doivent être fermées ou ouvertes. Quel est l'élément déclencheur qui fait qu'avec Defez, vous passez de l'étape de on publie des articles sur l'importance du contact bilabial pour traiter les rythmes du lit à finalement le contact bilabial, c'est pas ce qui compte. Finalement, ce qui compte, c'est la relaxation. Quel est le processus intellectuel? Parce que en réalité, c'est très compromettant de publier parce que ça reste et qu'on vous ressort les choses. Et donc, quand j'ai conçu le Frodunov, je suis retourné voir cet article en disant merde, j'ai écrit exactement le contraire. Et je me suis rendu compte que j'avais écrit que l'élève devait être au contact, sans contraction. Et donc, je ne suis pas revenu des choses, puisque le but, c'était un contact bilabial, anoétique, dont il ne se percevait. Et je me suis dit, bon, je ne me suis pas contredit. De toute façon, c'est pas grave de se contredire 20 ans ou 30 ans après, on peut évoluer. Mais là, j'ai toujours eu et j'avais pas. Et en réalité, le contact des lèvres, c'est un contact qui permet à la mandibule de se situer. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en réalité, dans le syndrome de Pierre Robin, qui est un syndrome que j'ai beaucoup publié, qui était un syndrome asphyxique majeur, où il y avait des pertes importantes, et on s'est rendu compte que l'enfant ne faisait plus de syndrome respiratoire à partir du moment où il obtenait un contact bilabial. Et c'est ce contact bilabial qui situait la mandibule et qui empêchait cette glossoptose. En réalité, cette glossoptose, c'est quand même le phare de l'orthodontie fonctionnelle. Il faut savoir que l'orthodontie aux États-Unis, elle a commencé dans les années de l'après-guerre, mais que Pierre Robin, Rogers et tout ça, ils faisaient aux États-Unis. Il travaillait en France, Robin travaillait aux États-Unis, et c'était déjà des traitements orthopédiques fonctionnels. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a une grande école américaine, mais aussi européenne. Le fonctionnel, en réalité, ce n'est pas quelque chose de particulièrement récent. Le fonctionnel, c'est la remise à la mode, finalement, de choses que l'on utilisait il y a bien longtemps, qu'on n'avait pas les mêmes moyens mécaniques. Voilà, mais je veux dire, on n'en avait pas non plus la conscience, c'est-à-dire qu'on sentait que c'était comme ça, mais on n'a pas toutes ces connaissances des neurosciences qui nous confortent à la fois dans l'engrammations, dans les processus d'automatisation, dans l'inhibition. Exactement, on peut l'expliquer alors qu'avant, on le percevait. Parce que c'est vrai que ce sujet du contact bilabial, en réalité, c'est un sujet central parce que s'il y a bien quelque chose sur lequel on est tous d'accord, c'est l'importance de la respiration nasale. Dans les conférences qui vont suivre, on en aura notamment beaucoup sur le sommeil. Je pense notamment à la conférence du docteur Luxembourg, sur laquelle on va voir des cas de patients assez extrêmes. En réalité, de la respiration nasale. Le Sandreux va nous parler de cas absolument formidables et tout, qui sont les narcoleptiques, cataplexie. C'est des cas qui c'est pas la spécialité de la maladie du sommeil. C'est du sommeil qui survient à tout moment. Mais on a aussi. Mais enfin, je ne vais pas déflorer. L'apnée du sommeil, parce que même sur les conférences précédentes, on avait beaucoup d'apnée du sommeil liées aux respirations, et je pense que ça fait tout de même consensus l'importance de rééduquer cette respiration. Et ce qu'il faut dire, c'est que le joint d'étanchéité antérieure, finalement, c'est uniquement quand le joint d'étanchéité postérieure ne marque pas. Et c'est d'ailleurs la citation de Baudelaire que tu mettais, qui est présente, je crois, dans la préface du livre de la dysfonction à la dysmorphose, c'est-à-dire que c'est un livre sur l'orthodontie, mais que j'ai fait à l'envers, et j'ai étudié les dysfonctions et les conséquences sur l'étiologie des dysmorphoses, au lieu d'étudier toutes les dysmorphoses et d'essayer de comprendre par
la dysfonction commence à se créer. Si on devait résumer, c'est un petit peu cette approche-là qui a fait que tu as eu une vue différente, notamment pour Dimorph, c'est de toujours prendre le problème à l'envers. C'était le cas dans la dysfonction à la dysmorphose, mais c'était déjà le cas dans le bouquin avec l'étude sur les petits chanteurs à la croix de bois, où à chaque fois tu cherches à comprendre, plutôt que de regarder ceux qui vont mal, pourquoi est-ce qu'ils vont mal, de te poser la question inverse. Si on a qui vont mal, il y en a qui vont bien, et pourquoi ceux qui vont bien vont bien. C'est aussi cette quand on était inverse qui t'a permis de voir quelque chose que tout le monde avait finalement sous les yeux. Effectivement, parce que j'avais été faire une étude quand on pense que 50% des enfants ont besoin d'un traitement orthodontique. Là, j'avais été voir des petits chanteurs à la croix de bois qui vivent en pensionnat, dont beaucoup sucent le pouce, ils sont séparés des parents et tout. Mais je me suis dit, à partir du moment où on a une bonne élocution, une bonne respiration, c'est intéressant de savoir si on retrouve ces 50%. Et sur les 62 petits patients que j'ai vus, il y en avait 8 seulement qui avaient besoin d'un traitement orthodontique, et encore pour des dysmorphoses majeures. Donc là encore, ça m'a renforcé dans le fait qu'il y a un système de rattrapage et que quand il y a des fonctions qui ne se mettent pas correctement en place, eh ben, les autres prennent en charge une partie de manière à récupérer ce qui était dysfonctionnel. C'est vrai que c'est marrant, je pense comme ça, mais cette approche un petit peu de toujours raisonner par l'inverse, c'est assez amusant. Et d'ailleurs, c'est mon esprit de contradiction. Que je ne connais pas. Mais ça me fait penser au fait que finalement, ce qui est un petit peu mystérieux dans cette découverte de Paul Dumont, petit instant Eureka, c'est qu'on a testé depuis très longtemps un petit peu toutes les techniques possibles pour essayer d'obtenir cette bonne posture linguale, cette rééducation de la déglutition et de fonction de manière générale. Et ce qui te fait avoir l'idée du frogmouth, c'est quand même vraiment la situation, non seulement que tu as vu tous les jours pendant 40 ans, mais que tous les orthodontistes du monde, les dentistes du monde ont vu tous les jours pendant 40 ans. Selon toi, et c'est une vraie question que je te pose, qu'est-ce qui fait que tu as ce moment, cette réalisation de dire « Ah, là, on tient sa chose ». C'est une question unique. Voilà, c'est une inspiration. Et en réalité, Frogimov, ça, c'est véritablement l'appareil idéal, dessiné d'une manière magnifique, physiologique, pas embêtante. Et cette idée d'empêcher le contact bilabial, évidemment, on me l'a appliqué. Voilà. Mais on ne dit pas non. Mais comme c'était protégé, eh ben, on a été obligé d'en rester au stade où je mettais les petits écarteurs, c'est-à-dire d'empêcher les lèvres de se toucher au niveau latéral. Et donc, forcément, ça n'a pas la même efficacité ni la même facilité de traitement que l'original. Une conclusion de tout ça, c'est que si vous avez des patients particulièrement coopératifs, qui sont prêts d'ailleurs à subir tout type de traitement, ce qui parfois est le cas quand on voit parfois certaines alternatives, un écarteur, un simple écarteur, ah oui, ça c'est bien travail. Maintenant, si vous voulez avoir tout de même des résultats un petit peu plus physiologiques et soit un petit peu plus confortables pour le patient et donc avec beaucoup plus de chances de réussite, vous comptez tout de même le Frogimouth qui en profite pour faire le petit parallèle et distribué dans une vingtaine de pays européens, américains, asiatiques. Eh ben maintenant, c'est ton boulot. Moi, merci. C'est l'heure du dîner. Je pars sur le bateau avec. Va bien profiter de ta retraite. Va bien plaisir d'organiser ce congrès. Ah, j'avoue que tu m'as bluffé. Quand je me suis dit, on va faire un congrès mondial et tout, je me suis dit, oh là là, dans quoi il rentrait? Oh là là. Et bon, pendant 3 mois, je t'ai quasiment pas vu. Mais bravo à toute l'équipe, à Baptiste, à Daria, à tout ça. Oui. Et puis, un grand merci aussi à tous les participants qui ont joué le jeu, plus de 7000 praticiens en plus de 100 pays qui nous ont rejoints. Nos grands distributeurs de communication qui n'arrêtent pas de relayer sur les réseaux sociaux. Et puis, vraiment, l'équipe de traducteurs et l'équipe technique qui a permis de faire de cette journée un succès. C'est une formidable manière de conclure la conférence de Perseus. Peut-être